Bonjour, je m'appelle Marta Jetkowska. Mon bébé de 10 mois a été assassiné par son père. Je m'appelle Cathy Godreau. Je suis la sœur de Germain Godreau, disparu le 26 août 2006. Je m'appelle Hélène Bégin, sœur de Claude Bégin, disparu en 1995. Et bonjour, je suis Bruno Serre. Et Darlene Ryan. Notre fille Brigitte a été assassinée le 25 janvier 2016 lors de son corps de travail. Je me présente Marlène. Ma fille Gabrielle Dufresne a été assassinée le 8 juin 2014 pour rupture amoureuse. Je m'appelle Nicole Beau et je suis la mère de Cheryl Beau-Tremblay qui a été assassinée en août 2015. Bonjour, je m'appelle Adolphe Carlier. Je suis le frère de Diane Carlier, disparue de Québec le 27 septembre 1963 à l'âge de 6 ans. Mon nom est Stéphane Luce, fils de Roxane Luce, assassiné le 1er avril 1981 à Longueuil. Ce meurtre est toujours non résolu à ce jour. Bonjour, je me présente Sylvie Raymond. Je suis ici pour le meurtre de Claudine Baudouin qui a eu lieu le 29 août 1984 suite à un homicide. Suite à un homicide, la durée du deuil peut être extrêmement complexe. En effet, parce que les circonstances de la mort sont exceptionnelles, le deuil est très difficile et très complexe. Les proches de la victime vivent souvent un choc post-traumatique suite à l'annonce de la nouvelle. La violence reliée au drame bouscule toutes les valeurs humaines et l'acceptation de ce type de décès devient quasi impossible. Dans un cas de disparition ou de meurtre non résolu, un dossier n'est jamais fermé. En effet, tant que l'on n'a pas retrouvé la personne disparue ou l'identifié l'auteur du crime, le dossier restera toujours ouvert. Même si la famille a l'impression que le dossier est fermé, il n'en est rien. Il se peut que les activités soient en arrêt temporairement, car toutes les informations disponibles ont été vérifiées. À ce moment-là, les enquêteurs attendent que de nouvelles informations réactivent l'enquête et fassent avancer la résolution du dossier. Le retour au travail est très souvent difficile pour les proches de victimes d'homicide. Quand les proches de victimes d'homicide réintègrent leur emploi, il y a très souvent un malaise ressenti par les collègues de travail, qui ne savent pas quoi dire ou comment agir. Ce malaise se traduit souvent par de l'évitement. Ces attitudes sont très difficiles à vivre par les proches de victimes d'homicide, car ils se sentent jugés sans comprendre pourquoi on les fuit. Ils ont parfois l'impression de porter une maladie contagieuse que les collègues ont peur de traiter. Il est important de se souvenir que dans le contexte de retour au travail d'un collègue ayant vécu l'homicide d'un proche, les gestes comptent plus que les mots. Ainsi, les meilleures attitudes à avoir de la part des collègues de travail sont la bienveillance et la compassion. N'oubliez pas qu'une petite tape sur l'épaule vaut 1000 mots. En 2014, 83% des homicides résolus ont été commis par une personne que la victime connaissait. Selon Statistique Canada, en 2014, les victimes ont plus souvent été tuées par une connaissance, 37%, ou un membre de la famille, 34%, y compris des conjoints actuels et anciens, 16%. De plus, 6% des victimes d'homicide ont été tuées dans un contexte d'une relation criminelle et 5% ont été tuées par un autre partenaire intime. Dans un cas d'homicide ou la disparition, la famille n'est pas obligée de parler aux médias. Une famille a toujours le choix de parler ou non aux médias. Toutefois, ceux-ci peuvent s'avérer être des alliés. En collaborant avec eux, la famille peut réussir à faire passer certains messages, comme par exemple dénoncer des situations où la violence n'a pas à être tolérée. Une famille peut également choisir de se faire représenter par une personne de confiance, un proche, un ami de la famille, quelqu'un qui serait un peu moins impliqué émotionnellement. Et évidemment, une famille peut choisir de se faire épauler et de se faire représenter par l'AFPAD.